Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Seconde partie de cette émission, merci d'être avec nous sur Radio Présence. François Bonvalet, le directeur de Toulouse Business School, est notre invité. Marie-Christine Monnoyer, bonjour. Vous êtes un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Première question à notre invité. Alors, l'école de commerce, comme toutes les grandes écoles françaises de commerce, ont connu ces dernières années une très forte augmentation de leurs frais de scolarité qui contraste avec la stabilité pratiquement des frais de scolarité universitaires. Je dois vous dire que je suis professeur à l'IAE de Toulouse, donc c'est évidemment un domaine que je connais bien. Cette augmentation qui est très importante et qui se traduit par des frais aujourd'hui très élevés rend l'accessibilité de TBS, au-delà de ce que vous avez montré comme difficulté intellectuelle, évidemment difficile pour beaucoup de jeunes et qui, quelque part, contraste avec, me semble-t-il, le développement du système des bourses dans d'autres pays qui ont aussi des frais de scolarité très importants. Je pense bien sûr aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que vous venez de dire, sur un certain nombre de termes notamment que vous avez employés. Les frais de scolarité ont augmenté, c'est un fait. Il faut rappeler une chose, c'est que nous ne pouvons pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Bien sûr. Comparer un IAE et une grande école, je parle sur le modèle économique, de mon point de vue, est une erreur. Pourquoi ? Parce que ce que nous devons regarder, ce qui me semble important, c'est le coût global de la scolarité. Or, comme vous le savez, les chiffres aujourd'hui de production, pour employer un terme un peu technique, d'un diplômé de l'université dans le premier cycle, sont de 13 240 € pour l'année dernière, ce sont des chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui sont connus, donc qui ne sont pas contestables. Nos frais de scolarité aujourd'hui les plus élevés, correspondant à ce type d'études, ce sont les frais du programme Grande École qui sont à 10 000 € par an. Ce qui veut donc dire que, alors que nous ne coûtons pas un euro, et j'insiste, pas un euro aux contribuables dans notre fonctionnement, puisque le seul impôt que nous percevons très indirectement, c'est une toute petite partie de la taxe pour les frais de chambre que ne payent que les entreprises, les particuliers ne le payent pas. Nous avons un coût de production d'étudiants de haut niveau, de qualité et qui se place assez facilement, ou en tout cas assez correctement sur le marché de l'emploi, sans faire appel à un coût de production qui pourrait être 2-3 fois supérieur à celui de l'université. En parallèle, l'université française, qui par ailleurs fait un travail tout à fait remarquable, là n'est pas le débat, produit des diplômés qui ont donc un coût de production qui est à peu près celui auquel nous sommes. C'est-à-dire que nous avons à compenser cette somme par nos propres efforts. Donc si l'on raisonne en termes de coûts pour la collectivité, j'oserais presque dire que nos écoles sont plus vertueuses que l'université française. Si l'on raisonne par contre en termes de coûts pour les familles, vous avez 100 fois raison, bien entendu dans ce cas-là, il y a un coût assumé. Mais il nous semble logique, dans ce modèle vertueux, encore une fois, que ceux qui bénéficient du service en payent au moins une partie. Donc ensuite, vous le savez sans doute, notamment au travers d'un député qui s'appelle Chartier, qui est un député, je crois, de la 95, je crois. Donc il y a eu des travaux de fait pour que les familles qui engageaient des frais, ou les étudiants eux-mêmes d'ailleurs, qui engageaient des frais en s'endettant, puissent effectivement en voir une économie sur soit l'assiette d'impôt, soit l'impôt lui-même. Voilà. Moi je milite pour ce type de mesure que je trouverais juste. Alors ensuite sur la partie difficulté d'accès et diversité. Juste un petit commentaire, parce que c'est évidemment une critique que j'entends très souvent. Je ne crois pas qu'il y ait moins de diversité dans nos amphis que dans un amphi de fac de médecine, par exemple. Je parle au niveau social, en tout cas. Donc, je crois que là où nous avons un problème à régler, c'est effectivement de permettre à des étudiants d'accéder à l'enseignement supérieur en résolvant l'équation qui est comment je fais pour financer mes 5 années d'études en tenant compte de mes frais de scolarité, mais aussi de mes frais de vie. Car si on prend aujourd'hui globalement le budget pour un étudiant, logement, en gros, il faut compter à peu près 10 000 € par an donc pour ses frais de vie, 8 à 10 000 € le logement, le fait de pouvoir se soigner correctement, manger, etc. Pour des gens qui ne vivent pas chez leurs parents, bien sûr. Les voyages, etc. Oui, enfin participer aux activités effectivement périphériques. Et ensuite, il faut payer, dans notre cas, nous, les frais de scolarité. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, et je me suis beaucoup entretenu de ça avec Richard Descoings, que j'ai beaucoup fréquenté à une époque, puisque c'était un sujet qui nous passionnait tous les deux, c'est que là où il y a aujourd'hui un problème de financement pour les plus
les plus démunis, disons les choses très clairement. De toute façon, bien avant de payer les droits de scolarité, ils se posent déjà pour le problème du financement de la vie pendant ces 5 années d'études. Alors nous avons aujourd'hui un certain nombre de dispositifs pour aider ces jeunes en amont de l'enseignement supérieur au travers des cordées de la réussite, auxquelles d'ailleurs l'université participe aussi. Et nous avons en interne, et à nouveau là c'est une initiative privée, entre guillemets, nous avons une fondation qui délivre chaque année à peu près 150 bourses, donc qui paye une partie de la scolarité, et nous allons continuer à développer cela. Mais notre modèle économique tel qu'il est, en tout cas de mon point de vue, éthiquement parlant, est très vertueux. Par contre, nous devons être extrêmement sensibles aux jeunes qui ont le niveau pour arriver à nos portes et qui pourraient en être empêchés pour des raisons d'études. Je souligne quand même une dernière chose, c'est que nous accueillons 23% de boursiers dans nos programmes. Oui, quand vous parlez des bourses, donc c'est à destination là, d'un public un petit peu plus défavorisé. Ce sont des élèves que vous aidez, des élèves méritants. Quels sont les critères Alors les 23% dont je parlais, ce sont les bourses d'État. Oui, donc là, nous les accueillons simplement. Oui, voilà. Alors ensuite, il y a tout un process qui est vraiment un process que j'ai découvert en arrivant, qui est extrêmement bien fait, notamment avec l'assistance à temps plein d'une assistante sociale, donc qui vient et qui passe pratiquement l'équivalent de 3 semaines de travail à l'école, qui étudie l'ensemble des dossiers sur pièce, bien entendu, et nous croisons 2 critères qui ne vont pas vous surprendre beaucoup. Nous croisons le critère d'excellence académique, de qualité académique de l'étudiant, et nous croisons aussi le critère donc de réelles difficultés financières. Voilà. Et nous avons aujourd'hui, je dirais, sur une promotion d'un peu plus de 600 étudiants, toujours pour le programme Grande École, mais les proportions sont à peu près les mêmes en bachelor, nous avons à peu près 7 à 8% d'étudiants en très grande difficulté financière. Ce qui est très intéressant et qui est aussi une des caractéristiques de TBS, et c'est une caractéristique d'un certain nombre d'écoles aujourd'hui, le recrutement de professeurs est désormais largement internationalisé. Donc TBS dispose maintenant de professeurs qui viennent de l'ensemble de la planète, je vais dire un petit peu rapidement, mais un petit peu comme cela. Comment est-ce que ces recrutements et cette multidisciplinarité, multi-origine des professeurs se vit-elle à l'intérieur de l'ensemble des enseignants, sachant qu'il y a de nombreuses tâches dans le métier d'enseignant, vous le savez bien et je le sais bien, et donc le fait d'avoir plusieurs pays présente-t-il des difficultés ou non ? Alors bien sûr, je ne parlerai pas en termes de difficultés, je dirais que le fait de s'internationaliser, et y compris l'internationalisation du corps professoral, doit amener à certains changements, à certaines adaptations. C'est pas que je veux être absolument positif, mais je ne les vois pas comme une difficulté. C'est vrai, il faut changer. Je vois 2 points en particulier. Le premier point, c'est d'apprendre entre collègues à travailler avec des collègues étrangers. Bien sûr. Bon, quand je suis arrivé à l'école, il faut quand même dire les choses. D'abord, ça date de quelques mois. Ensuite, l'internationalisation avait déjà démarré, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 35% de professeurs, des 91 professeurs permanents, qui sont effectivement des professeurs. Alors, les mots sont toujours délicats, parce que quand on dit étranger, on vient me dire, et c'est vrai, que certains professeurs étrangers, par exemple, vous parliez du Maroc tout à l'heure, du Maghreb, ont fait leur doctorat en France, parfois même leur lycée en France, et ont fait toute leur scolarité en France. Donc, de fait, ils sont étrangers, mais finalement, ils sont quasiment aussi français que vous et moi. Bon. Ensuite, on peut avoir des professeurs français qui ont fait, y compris leur thèse en France, mais qui ensuite sont allés déployer leur activité pendant des années à l'international. Ils reviennent, ils ne sont pas étrangers, pourtant ils sont internationaux. Donc, je suis comme vous, j'utilise le mot étranger ou international un peu de la même façon. Là, nous parlons vraiment de professeurs qui sont nés à l'étranger, qui ont un diplôme d'études supérieures étrangers et qui, j'allais y venir, non seulement ne parlent pas toujours bien, mais je dirais même ne parlent pas le français. Je ne voulais pas être trop raide. Voilà, non, mais je crois qu'il faut l'être. Aujourd'hui, je suis auditeur pour 2 grandes structures d'accréditation, dont une d'ailleurs, je crois, à laquelle s'intéresse l'IAE, qui est Equis. J'audite pour Equis des écoles dans le monde entier depuis une dizaine d'années. Je le fais aussi pour la ICSB et pour l'AMBA. Partout dans le monde, vous disiez des corps professoraux internationaux, c'est le cas, et on ne se pose pas la question de la langue que parle la personne. La seule chose, c'est que la personne doit parler l'anglais. Bien sûr, pour les pays anglo-saxons, c'est facilitant, mais pour tous les autres, c'est pareil. Alors, du coup, pour revenir sur votre point initial,
Aujourd'hui, il y a des professeurs dans le corps professoral de TBS qui sont des internationaux. Il y a 35% d'étrangers, mais tous sont quand même des francophones ou des gens qui se sont assez rapidement acculturés. Le pas qui nous reste à passer aujourd'hui, et c'est le cas puisqu'en ce moment même où nous parlons, nous avons 8 postes ouverts et on a pas mal de professeurs étrangers internationaux qui candidatent, c'est effectivement de s'ouvrir, et c'est là où la modification arrive, sur des personnes qui au départ arrivent en ayant une expérience, j'allais presque dire en n'ayant jamais mis les pieds en France. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, et on n'ira pas vers eux systématiquement, mais ça veut dire que si le meilleur du recrutement ou la meilleure a effectivement ce profil, il faut qu'on soit en capacité de l'accueillir. Et du coup, l'une des conséquences concrètes, et je l'ai vécu moi dans des départements que j'ai eu à diriger, c'est qu'on commence à faire les réunions en anglais par exemple, pour que cette personne puisse y participer, puisse comprendre. Alors quand tous les participants autour de la table ne sont pas forcément français mais francophones, c'est vrai que ça change un peu l'état d'esprit. Et après, je dirais, je pousserai le bouchon un petit peu plus loin, c'est aussi lié au recrutement que l'on veut mener. Aujourd'hui, on a des recrutements d'étudiants internationaux qui sont dans une petite proportion. On va les accroître considérablement parce que c'est évidemment une voie de croissance pour l'école très intéressante. Et de ce point de vue-là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça reboucle le sujet précédent. Sur les droits de scolarité, nous sommes entre un tiers et un cinquième des droits de scolarité des bonnes universités américaines. Je ne parle même pas des très très bonnes. Or, nous sommes triple accrédités, donc nous pouvons nous comparer à eux. Ce qui fait que c'est logique là d'avoir effectivement des professeurs internationaux face à eux. François Bonvalet, on va conclure cette émission puisque nous sommes un petit peu pris par le temps, dommage. On aura encore pas mal de sujets abordés effectivement. Ce qui nous intéresse aussi dans le goût d'entreprendre, c'est toute l'impulsion, en fait, toute l'énergie que vous faites passer à travers vous, à travers vos enseignants, à travers les professionnels qui les accompagnent, pour leur donner le goût d'entreprendre, l'envie d'entreprendre. Alors, est-ce que vous avez 2 ou 3 exemples concrets à nous proposer ? Alors, j'ai quelques chiffres à vous donner. Déjà. En fait, l'école s'est dotée d'un incubateur qui s'appelle TB Seeds, donc qui porte bien son nom. Alors là, effectivement, en langue anglaise, ça reboucle avec notre sujet précédent. L'idée étant de planter des graines pour l'avenir. Donc, le parcours en fait entrepreneurial est ouvert à tous les étudiants. Et tous en suivent une partie initiale. Et ensuite, ils choisissent d'aller plus ou moins loin dans le parcours selon qu'ils ont ou pas un sujet et une idée en fait d'entrepreneuriat. Donc j'ai les chiffres sous les yeux. Nous avons traité donc depuis 2012, puisque cet incubateur existe depuis 2012, 259 dossiers de candidature, donc de jeunes qui sont arrivés seuls ou à plusieurs, parfois même d'ailleurs, je le précise, avec des étudiants soit de l'université, soit d'écoles d'ingénieurs, en ayant un vrai projet. 383 étudiants étaient concernés par ces 259 projets. 39 ont été sélectionnés et accompagnés. Donc accompagner, ça veut vraiment dire accompagner jusqu'à la sortie opérationnelle du concept. Ça a représenté, ces 39 projets, 70 étudiants. Et au moment où nous parlons, il y a eu 11 créations réelles d'entreprises. Ah oui, d'accord. Mais créations qui ensuite ont occupé les étudiants après leur diplôme. D'accord, ok. Donc qui ont débouché sur quelque chose vraiment à la sortie de l'école. Absolument, voilà, je les ai sous les yeux. Là, j'ai tous leurs logos sous les yeux et j'en ai vu moi-même 2-3. J'ai eu la chance de les rencontrer. Et pour certains, je leur prédis un bel avenir. Merci beaucoup François Bonvalet d'avoir été notre invité sur Radio Présence dans le goût d'entreprendre. Merci Marie-Christine Monnoyer. Vous n'hésitez pas, vous nous écrivez entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.